Bonsoir et bienvenue dans la série Les Guerres Invisibles, une production 100% indépendante réalisée par l'agence d'information Citizen Light. Aujourd'hui, en France, c'est des centaines de praticiens qui sont poursuivis par l'ordre des médecins pour leurs paroles critiques ou pour leurs soins non conventionnels, entre guillemets. Il est nécessaire que la population apporte son soutien massif à ces héros ordinaires qui tentent simplement de faire leur métier et de sauver des vies, qui souhaitent simplement faire ce pourquoi ils sont faits. L'ordre des médecins, c'est un organisme privé qui est né en 1945 et qui est là à la base pour organiser la profession. Ce n'est pas un syndicat, mais tous les professionnels sont obligés d'adhérer avec une cotisation annuelle à l'ordre. Et donc l'ordre des médecins aujourd'hui, c'est 85 millions de budget annuel. En 2022, l'ordre des médecins a environ ouvert 2000 dossiers sur des docteurs. Sanctionnés, c'est 48 verdicts de suspension et d'interdiction d'exercer. 62 médecins ont été jugés pour faute grave, parce qu'ils ont osé proposer des solutions non conventionnelles. En 2023, des personnes connues comme le professeur Henri Joyeux, le docteur Denis Agré, le docteur Amin Humlil, le docteur Peter Elbaz, pour ne citer qu'eux, ont été ont été mis en difficulté face à l'ordre des médecins, par l'ordre des médecins. Et ce soir, nous avons la chance d'avoir autour du plateau le docteur Jean-Philippe Labrèze. Bonsoir. Bonsoir. Vous aussi, vous avez été inquiété par l'ordre des médecins ? Moi, j'ai été inquiété à plusieurs reprises. J'ai été radié de l'ordre des médecins plusieurs fois. J'ai combattu pour faire établir la vérité et mes droits. Et là, je fais l'objet, on aura l'occasion, je pense, d'en parler, de 6 mois de suspension pour avoir diffusé des informations dans le cadre de la crise sanitaire qui aurait permis de sauver des vies. Ce qui est quand même, me semble-t-il, un comble, sanctionner un médecin qui veut soigner et diffuser des informations qui permettent de mieux soigner. Je pense qu'on aura l'occasion de développer. Tout à fait, c'est le cœur de la problématique de ce soir. Nous avons aussi la chance d'avoir avec nous le docteur Sandrine Germain-Robin. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être présent. Vous venez du sud de la France, vous avez traversé la France pour être avec nous. Vous aussi, donc, vous avez eu des problèmes récents avec l'ordre des médecins, on va y revenir bien évidemment. Et enfin, le docteur Vincent Reliquet. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous vraiment d'être tous les trois présents. C'est important pour nous vraiment de vous donner la parole parce que c'est important que les citoyens soient conscients de ces enjeux-là. Aujourd'hui, c'est tout un pan de la médecine. On parle d'homéopathie, de naturopathie, de phytothérapie, d'hydrothérapie, d'aromathérapie, de médecine chinoise pour ne citer que. Plein d'approches médicales nombreuses avec aussi d'autres pratiques dont on va parler ce soir qui sont aujourd'hui mises en danger. C'est considéré comme des dérives thérapeutiques par l'ordre des médecins alors que pourtant certaines d'entre elles ont été démontrées par la science. Donc la situation est assez grave par rapport à la liberté de soins et à la liberté de pratiquer votre métier tout simplement. Donc c'est important d'informer le plus grand nombre. Et au contraire, ces méthodes naturelles sont souvent plébiscitées par les Français, comme l'homéopathie qui a été déremboursée il y a quelques années, qui est pourtant utilisée par des millions de Français qui, par l'expérience concrète du réel, sollicitent ce type de médecine. Donc je vous propose, face aux difficultés que vous avez rencontrées face à l'ordre des médecins, et dans un premier temps, de faire un tour de table pour que vous nous exposiez un peu la chronologie des événements que vous avez vécus avec l'ordre, les raisons en fait de vos difficultés, les sanctions que vous avez subies ou non, et aussi comment vous, humainement, vous vivez cette situation-là, parce que médecin, c'est quand même un métier, hein, c'est souvent un sacerdoce, et donc ça doit être très dur, humainement aussi, d'être touché dans sa mission de vie. Si vous voulez commencer, docteur Reliquet. Alors moi, je suis médecin généraliste dans le nord de la France, et j'ai plusieurs casquettes. Ma première attaque a été portée par le Conseil national de l'ordre des médecins. Moi, j'ai jamais eu un seul patient n'a jamais porté plainte contre moi, et la première attaque a été le fait que, en tant que rédacteur en chef d'un site d'information générale qui s'appelle mcib.org, j'ai demandé l'avis d'un président de conseil départemental sur la licéité, donc l'intérêt et la légalité des vaccins Covid tels qu'on nous l'avait présenté en 2020. Donc j'ai demandé son avis, son avis je l'ai publié. J'ai commenté son avis et à partir de là, évidemment, j'étais absolument complètement révulsé par la réponse, puisqu'on m'avait expliqué que j'étais un anti-vax, qu'il fallait faire confiance à Pfizer, qui avait quand même 6 milliards de pénalités financières depuis 5 ans sur l'ensemble de ses pratiques managériales et commerciales. Donc, j'avais expliqué qu'avec une étude aussi
aussi incomplète que celle qu'on nous avait proposée, il était impossible de proposer une vaccination mondiale. Et derrière, les ennuis ont commencé très vite. Et puis, ils se sont retournés sur ma pratique professionnelle que j'exerce depuis 10 ans sur l'utilisation des sérums marins pour traiter des pathologies arthrosiques. Et là, ils ont profité de cet exercice pour river le clou, me mettre 2 plaintes supplémentaires et pour finir, me condamner en première instance à 1 an d'interdiction d'exercice et 2 ans de sursis, ce que évidemment j'ai trouvé absolument totalement inique. J'ai évidemment fait appel. Le sérum marin est si dangereux que ça? C'est quoi, rapidement? Le sérum marin, on en reparlera tout à l'heure, mais le sérum marin, ça fait 100 ans qu'on utilise les sérums marins, parce que c'est une découverte française qui a été extraordinairement bien travaillée c'était René Quinton, mais au Collège de France. Voilà. Le Collège de France s'est saisi de tous les travaux de Quinton, et ils ont démontré, 1, la totale innocuité des sérums marins, 2, ils ont démontré qu'on pouvait utiliser très vite les produits en médecine, et on a eu tout un début de XXe siècle où les sérums marins ont été utilisés à la fois en maladies infectieuses et puis très vite en rhumatologie. Et aujourd'hui, on peut dire que des produits tels que les sérums marins, évidemment, absolument aucun médicament dans ces produits-là, eh bien, sont tout à fait capables de guérir des hernies discales ou des maladies arthrosiques segmentaires avec des résultats exceptionnels, sans aucun effet indésirable. Et ça révulse particulièrement tout le monde quand on dit avec 10 séances, on peut régler un problème de hernie discale, ou avec 10 séances, on peut régler un problème d'arthrose, par exemple des genoux ou cervicales. C'est quelque chose qui paraît totalement impossible et pour lequel j'ai été attaqué pour charlatanisme. J'ai évidemment bien compris que on m'attaquait seul médecin de France. Alors je suis pas du tout le seul médecin de France à utiliser cette technique, mais si je suis le seul à avoir eu 3 ans d'interdiction d'exercice, c'est parce que mon activité sur les vaccins anti-Covid m'ont valu une inimitié particulièrement tenace, à mon avis, non pas que du Conseil de l'ordre national, puisque derrière, probablement qu'au niveau national, au niveau politique et au niveau de l'État, j'ai aussi fâché beaucoup, puisque j'ai eu droit à un contrôle fiscal, immédiatement, où on m'a traité de charlatan, donc on m'a dit que j'avais probablement fraudé la TVA, alors que je suis pas astreint à la TVA, donc j'ai été condamné à 102 000 € d'amende en 2023, et j'attends une condamnation de la sécurité sociale, parce qu'on me reproche d'avoir guéri des patients, en refusant de me donner l'indice de satisfaction des patients alors qu'ils ont fait une enquête. Donc j'en suis là aujourd'hui, j'attends encore plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende, simplement parce que j'ai fait mon travail d'une manière absolument déontologique, humaine, éthique, avec encore une fois aucun patient qui ne se soit jamais plaint de rien, et une quantité astronomique de patients guéris. Mais 3 ans d'interdiction d'exercer, c'est une mort professionnelle. À 61 ans, c'est ce qu'on cherche. Et je pense que là, avec la multiplication des plaintes ordinales, le but, c'est de pouvoir faire sauter tous les sursis les uns après les autres, et de pouvoir ensuite donner une condamnation énorme. Puisque si vous donnez 1 an avec 2 ans de sursis sur une première plainte, et que vous mettez une deuxième plainte, une troisième plainte, et ben à la fin, vous allez dire, bon ben voilà, il récidive. Donc à ce moment-là, on peut faire sauter les sursis, et on lui met 6 ans direct, ou 5 ans. Donc évidemment, c'est la recherche d'une mort professionnelle programmée. Je me bats, évidemment, je suis pas tout seul. J'ai des patients qui m'aident, j'ai beaucoup de confrères qui comprennent un peu ce qui m'arrive. Mais effectivement, c'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Mais quand on voit quelle qualité de résultats thérapeutiques on a avec de simples sérums marins bien travaillés par des industriels qui connaissent bien les produits, on ne peut pas s'arrêter. Et le premier malade qui a utilisé ces sérums, c'est moi-même. C'est-à-dire que j'aurais dû être en chaise roulante ou avec des tiges de 20 cm dans le dos, et je me suis guéri de mes lombalgies chroniques absolument abominables avec des sérums marins. Voilà. Donc,
qu'on ne vienne pas me dire que j'ai utilisé mes patients comme cobayes, puisque j'ai été le premier malade, j'ai utilisé des gens de ma famille derrière avec des résultats absolument extraordinaires, donc après je me suis plus jamais arrêté. Voilà. Mais concrètement, je connais pas les lois et les différentes règles en termes de qu'est-ce qui peut être prescrit en France par les médecins, mais c'est quelque chose qui est classé comme interdit, sérum marin? Alors c'est pas du tout interdit, puis d'abord ça a été un médicament jusque dans les années 80. Ah oui, C'était dans le Vidal. Ok. Et ça a simplement disparu, pas parce qu'il y a eu des intoxications, des morts ou des trucs abominables. C'est simplement que l'industriel qui fabriquait les sérums marins dans les années 80, il a fait faillite. Donc il a pu défendre ses produits pendant quelques années. Pendant quelques années, il y a plus eu de sérum marin sur le marché, tout simplement. Et puis une entité industrielle a repris les brevets sur les sérums marins du laboratoire Quinton, pour ne pas les citer, et se sont repositionnés en complément alimentaire. Simplement parce que eux cherchaient à faire de l'argent avec les brevets des sérums marins. Mais moi, je n'ai pas d'argent à faire avec les brevets. Moi, j'ai des patients à sauver avec du sérum marin. Donc, si vous voulez, chacun a sa vie. Les fabricants de sérum marin veulent gagner de l'argent. Je comprends ça très, très bien. Mais moi, je veux guérir mes patients. Donc, je ressors des compléments alimentaires qui n'ont plus de qualification de médicaments. Donc, quand on me dit, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché, mais il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché pour les chaussures non plus. Les chaussures, c'est pas les médicaments. Donc le sérum marin, pour un médicament, il ne faut pas venir me demander qui est une AMM pour les sérums marins. C'est pas un médicament. Donc c'est un faux débat. Donc on ne veut simplement pas laisser une petite place à la médecine naturelle, aux produits naturels qui n'ont pas de traduction en termes de brevets, en termes de retour sur investissement de la part des laboratoires pharmaceutiques. C'est une évidence. Il n'y a que ça qui compte, c'est casser les produits naturels, l'homéopathie, toute la physiomédecine a disparu depuis des années, et on sait très bien depuis quand. C'est depuis le rapport Flexner, et ça date de 1908. Ça, c'est important de parler de ce rapport-là. Il est très peu connu. Rapport Flexner, évidemment. 1908. 1908, on a déclaré que tous les apports en physiomédecine devaient disparaître. Ça, c'était aux États-Unis. C'était aux États-Unis, évidemment. Et c'était pour laisser passer des magnats de l'époque, c'était déjà les familles qu'on connaît, les Rockefeller, etc. Et ces gens-là ont dit on va privilégier, imposer à toutes les facs de médecine américaines l'apprentissage des molécules chimiques brevetées, et on va rejeter tout le reste, l'homéopathie, etc. Tout va disparaître. Et on s'est retrouvé à un moment donné avec ce rapport Flexner qui a étouffé complètement certaines facultés de médecine américaines qui n'avaient plus le droit de professer l'homéopathie. Alors que depuis 150 ans, tout le monde... Des médecines plus anciennes. Évidemment, tout a disparu. Et puis quand le rapport Flexner s'est installé très lentement, mais assez rapidement, en 20 ans, 30 ans en Europe, et on a vu les sérums marins passer à la trappe, pareil. Mais encore une fois, si on avait le choix, si un produit chimique pouvait donner un résultat au moins qui pourrait arriver à la cheville de ce que je fais dans mon cabinet, je dirais, on a une possibilité de choisir. Substitution. Les gens peuvent se soigner comme ça ou comme ça. Il n'y a, je le prétends et je le démontre, aucun moyen de se soigner mieux et plus vite qu'avec des sérums marins. Sauf à avoir de la chance, et qu'une infiltration cortisonnée ou deux puisse solutionner le problème, ça arrive, mais c'est rare. Mais par rapport à mes résultats sur 100 patients, où il y en a au moins 8, si ce n'est plus, qui sortent de chez moi sans plus aucune douleur, ni aucun médicament antalgique, je suis désolé, mais il n'y a pas de match. Donc, encore une fois, voilà, faut pas avoir trop raison parce que ça agace, mais là, je peux pas avoir plus raison. C'est passionnant. J'ai encore 2-3 questions, mais vous voulez réagir déjà sur ce qu'on a entendu avant de passer à vos témoignages dans Absolument. Moi, je voudrais rappeler quelque chose que je dis souvent, c'est je rappelle les paroles d'un monsieur qui s'appelle Claude Bernard, le père de la médecine expérimentale. Qui est trop peu connu aussi. Il disait quelque chose de clé, il disait quand les faits s'éloignent de la théorie, ce ne sont jamais les faits qu'on doit remettre en cause, c'est toujours la théorie. Et pour rebondir sur ce que disait Vincent Reliquet, mon confrère, moi, médecin, j'ai dirigé vers un confrère qui faisait une hydrotomie percutanée de multiples patients avec des sciatiques hyperalgiques. Des gens qui avaient hyperalgiques, c'est-à-dire qui souffraient considérablement, qui avaient des disques
en raison de la déshydratation, etc., qui s'étalait. Donc quand on dit qu'il s'étale, il fait ça, il déploie ses ailes, il va chatouiller les racines. Et ça donne des sciatiques, les gens connaissent, et c'est très douloureux. J'ai dirigé vers un confrère qui faisait de l'hydrotomie percutanée, alors c'était pas le docteur Uliquet parce qu'on n'est pas dans la même région, c'était un autre confrère. Et Vincent disait tout à l'heure au bout de 10 séances, mais je peux vous dire, moi parfois j'ai vu au bout de 2 séances d'hydrotomie percutanée, les gens ressortir en trottinant, alors qu'ils faisaient le fauteuil, le lit, le fauteuil, peu de temps auparavant. Donc ça c'est un fait. Donc quand des gens viennent mettre en cause le docteur Uliquet, en disant charlatanisme, etc., c'est un mensonge éhonté. Mais ce qui est grave, c'est qu'ensuite, le docteur Uliquet l'explique très bien, il s'est créé des inimitiés en mettant en cause quelque chose qui, effectivement, l'a posé problème. Des injections expérimentales imposées à la population. Ça posait problème. Ensuite, il s'est créé des inimitiés et tout est fait pour le détruire, professionnellement, socialement, personnellement, parce que quand vous empêchez quelqu'un de travailler, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, bien évidemment, vous le maltraitez. D'ailleurs, ça, de mon point de vue, il y a des avocats qui travaillent sur un certain nombre de dossiers, ça relève, de mon point de vue, de la voie de fait. Donc, il faut qualifier le terme, alors on ne va pas le développer ici, en droit, ce que c'est qu'une voie de fait. On détruit quelqu'un. C'est très choquant. Et l'autre point important, sur lequel je voudrais revenir, c'est un point clé de la loi Kouchner de 2002, qui s'appelle la liberté de choix thérapeutique. Vous, demain, quand vous avez des choix à faire pour votre santé ou celle de vos proches, on doit avoir présenté, c'est la loi, c'est l'article 1110 alinéa 5 et l'article 1111 alinéa 2 du Code de la santé publique. On doit avoir mis devant vous un panel de solutions thérapeutiques, on doit vous avoir averti des effets graves ou fréquents normalement prévisibles pour telle ou telle des thérapies, et on doit vous donner la possibilité de formuler un consentement éclairé. Ah docteur, j'ai bien compris, vous me proposez A, B, C, D, A peut m'apporter ça, B peut m'apporter ça, mais les risques de A, c'est ça, les risques de B, j'exerce mon jugement, A, je préfère A. Ça, c'est le fondement de la loi, mais c'est bafoué, c'est foulé au pied. Pour nous, en tant que citoyens, on a l'impression que c'est un rêve, ce que vous nous décrivez. Mais c'est la loi Kouchner, la liberté de choix thérapeutique et le consentement libre et éclairé. 2 notions clés qui ont été foulées aux pieds depuis 4 ans, de façon extrêmement choquante. Et des confrères qui donne la possibilité aux patients d'exercer ce droit que lui confère la loi, encore une fois, formuler un consentement libre et éclairé et choisir librement la thérapeutique dont on veut bénéficier, Dr Uliquet est qualifié de charlatan pratique. C'est très choquant parce que ça fonctionne. Et moi, médecin, j'ai aidé un grand nombre de mes patients avec cette méthode-là et ça a été remarquablement efficace. C'est un fait. Le reste, c'est de la théorie. C'est une théorie qui ne résiste pas un instant à l'examen des faits. Donc, je suis vraiment profondément désolé pour le docteur Uliquet. Ce qui lui arrive est extrêmement choquant. C'est une injustice. C'est un jugement inique. Mais il est harcelé et le motif, on l'a bien compris, c'est ta position. Et merci pour avoir été intègre et avoir dit quelque chose qui relève de la vérité. D'où l'important aussi, nous, en tant que citoyens, d'être conscients de ces situations-là et d'essayer de soutenir aussi. Et je sais qu'il y a des collectifs qui sont nés autour, on en parlera plus vers la fin de l'émission. Exactement. Enfin, la première partie. Exactement. Docteur Germain Robin, vous voulez réagir ou je relance encore Oui, enfin, je voulais dire qu'effectivement, après à la fin de la crise sanitaire, l'Ordre des médecins a sorti un petit livret pour dire toutes les médecines sur lesquelles il allait falloir se pencher dessus et peut-être certaines les écarter ou les contrôler plus, et en s'appuyant sur le constat que les gens n'avaient pas consulté leur médecin pendant le Covid, s'étaient détournés de la médecine traditionnelle et s'étaient tournés vers des médecines parallèles. Et leur réponse, c'est ça, du coup, de s'attaquer aux médecines parallèles au lieu de se questionner sur pourquoi ils n'ont pas sollicité les médecins allopathes normaux, enfin habituels. Et ça m'a choqué un peu. Je me suis dit, ils ne se posent même pas la question, en fait. Directement, ils vont attaquer leurs concurrents, entre guillemets, à lieu de se poser la question, pourquoi les gens se sont détournés. Déjà, peut-être parce qu'on leur a dit, n'allez pas voir votre médecin. Alors, c'est quelque chose qui est tout à fait absolument hallucinant, c'est que vous avez les conseils ordinaux se réfugient derrière. Alors, il leur faut évidemment des bonnes excuses. Et la première des bonnes excuses, c'est la HAS, la Haute Autorité de Santé, ne reconnaît pas la méthode. Alors ça, c'est quand même absolument extraordinaire, parce que moi, j'ai quand même fait le test. J'ai envoyé un dossier électronique à la HAS
que j'avais réalisé en mémoire, en mémoire en défense. Et ce dossier électronique, je l'ai envoyé à la HAS, à la Société française de médecine générale. J'en ai fait une copie à un de mes avocats, qui a ouvert mon dossier, mon avocat. C'est-à-dire que ni la HAS, ni la Société française de médecine générale ne se sont autorisés à ouvrir mon dossier. Et derrière, ils ont le culot de venir dire « Ah ben oui, mais on ne connaît pas la méthode ». C'est-à-dire que quand vous leur envoyez des dossiers, ils se débrouillent pour pas les lire. Bon, donc évidemment, après, c'est facile de dire « Ah bah oui, mais on ne connaît pas ». Voilà. Donc ça, c'est quand même des méthodes absolument abominables. Hein. Quand on veut faire de l'obscurantisme en sciences ou en médecine, on ne fait pas autrement. C'est-à-dire qu'il y a un dossier avec des preuves, eh ben, on passe le dossier sous la table et on ne le lit pas. Donc comme ça, on n'est pas dérangé. Et pourtant, aujourd'hui, c'est vous qui êtes accusé d'obscurantiste ou de charlatanisme. Bien sûr. Vraiment, c'est encore une inversion des valeurs, comme dans tellement de domaines de la société. C'est très choquant. Alors, charlatan, à 60 ans, je peux vous dire que quand toute votre vie, vous avez travaillé d'arrache-pied sans vous donner beaucoup de vacances, avec pas toujours la sensation d'avoir été bien remercié par le nombre de gardes qu'on prend, par le nombre de malades qu'on veut bien prendre en supplément par rapport aux journées qui sont lourdes. Charlatan à 60 ans, c'est vraiment très dur. Mais encore une fois, ça fait partie du supplice. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir faire mal à l'adversaire. Et évidemment, quand vous avez un médecin d'une totale honnêteté, il n'y a qu'une solution, c'est l'inversion accusatoire. C'est déclarer le médecin honnête un malhonnête. Et ça fait mal. Bon. Et pour ne pas vous parler des sommes astronomiques qu'on m'a soutirées. Oui, ça se cumule en plus. Il y a l'ordre des médecins, plus la pression fiscale, plus la pression administrative. Quand on vous dit on va vous interdire de travailler, et puis en plus on va vous empêcher, avec l'argent que vous avez gagné toute votre vie, vous allez ne pas pouvoir l'utiliser pour vous relancer, à vous installer dans un autre pays, etc., c'est quand même d'une brutalité affolante. Ça montre l'état de haine de certaines personnes sur des choses qu'on devrait débattre de manière complètement sereine. Est-ce que ces vaccins étaient justifiés ou non ? Pourquoi on ne peut pas en parler de manière calme et posée ? Même 4 ans plus tard, c'est encore compliqué d'en parler. J'ai vu Christine Kelly, qui était ancienne membre du CSA, dire dans une interview « On peut parler de tout dans mes émissions, mais on n'a pas le droit de parler de vaccins. » Comment est-ce qu'on peut dire un truc pareil en 2024 dans un pays démocratique ? Comment on peut dire il y a un thème, on ne peut pas en parler ? On ne peut pas parler, évidemment, je comprends très bien qu'on ne puisse pas aborder la vie privée des gens ou faire des appels au meurtre ou des trucs comme ça. Mais parler de vaccins, parler médicaments, parler produits de santé. Tout à fait. Mais c'est même assumé par la directrice de France Inter qui l'a dit publiquement il y a quelques mois sur France 5. Alors, je ne comprends pas. Juste pour revenir sur ce que dit le docteur Eliquet, vous savez, on a tous entendu Pfizer nous dire que son vaccin est efficace à 95%. Et des gens qui, encore une fois, ont été multicondamnés. Donc vous avez des gens qui ont été multicondamnés, qui posent quelque chose sur la table et qui nous disent « faites-nous confiance ». Attends, tu as été condamné pour 6 milliards de dollars pour les fraudes, publicités mensongères, et tu poses un dossier sur la table et on va te faire confiance. Non, mon gars, ça ne va pas se passer comme ça. Mais il faut quand même lire le rapport d'achat des vaccins par la Commission européenne. Donc on a d'un côté un laboratoire qui dit quelque chose qui n'engage à rien, 95% d'efficacité, mais quand par contre il fait signer un contrat d'achat, il est marqué, c'est la clause, l'efficacité du produit et les effets à long terme ne sont pas connus. C'est marqué dans le contrat d'achat. C'est-à-dire quelque chose qui lie le vendeur cette fois-ci. C'est plus question de faire du blablabla, du travail de relations publiques, mentir et hontément. Quelque chose qui le lie, là il écrit noir sur blanc, l'efficacité et les effets à long terme ne sont pas connus, et il peut exister des effets secondaires qui seront connus dans le temps. Et on achète des produits avec un vendeur qui met ça dans le contrat. Donc oui, le docteur Eliquet avait à 200% raison quand il dit le problème, ça doit être posé et publiquement posé. Parce qu'on s'est fait piéger, les citoyens se sont fait piéger. Je veux croire que beaucoup de politiques se sont fait piéger également, parce que je ne peux pas croire qu'ils aient violé éhontément le code de Nuremberg, la convention d'Oviedo, en imposant des produits expérimentaux, sciemment, en toute connaissance de cause. Mais dans ce cas-là, je les invite vraiment à un sacré travail de retour sur eux, d'analyse de leurs pratiques. C'est un cas de conscience. Ils ont violé des droits fondamentaux inscrits dans la loi, dans le patrimoine juridique de l'humanité. Ils se sont assis dessus. Donc oui, bien évidemment que ce problème doit être posé. Et c'est le contrat même qui le dit. Ces gens nous ont vendu un produit, ils le disent, efficacité et effet à long terme, inconnus.
Et nous avons acheté ça pour 70 milliards d'euros, je crois. Alors je crois qu'il faut... C'est très choquant, c'est très très choquant. C'est un cas de conscience, vous le dites. C'est très choquant. Il faut rajouter le dernier clou du cercueil de ces vaccins, c'est que dans les contrats qu'on nous a longtemps masqués, il y a aussi l'idée que le preneur, c'est-à-dire le client, fait son affaire de tous les effets indésirables et des plaintes qui pourraient éventuellement être dirigées contre les firmes qui ont commercialisé les vaccins. Je vous rappelle que dans les contrats, il est noté de manière spécifique que les frais de justice d'avocats pour ces firmes doivent être supportés par les gouvernements. C'est-à-dire que puisque... Le tableau est extraordinaire. Non, mais c'est absolument inimaginable. C'est de la fiction. Alors après, derrière, on s'étonne que des gouvernements, tous, les uns après les autres, les Allemands, les Anglais, tous ont dit on va quand même pas faire de la publicité sur les effets indésirables parce que c'est nous qui allons payer. Donc derrière, il faut évidemment tout taire, faire taire les opposants qui disent attention, il y a des dangers, on a des femmes qui ont des hyperménorrhées absolument abominables, on commence à avoir des gamins en réa, alors qu'on n'a pas un seul gamin en réa pour un Covid, on a des gamins en réa pour des vaccins. C'est quand même absolument hallucinant. Et on a commencé à perdre des enfants, on a commencé à voir tomber des sportifs sur des terrains de sport dans le monde entier et dans tous les sports. À un moment donné, les courses cyclistes, il manquait 30% des effectifs à l'arrivée. Enfin, ils abandonnaient, les gars. Bon, donc c'est quand même des choses absolument hallucinantes. Et tant qu'on n'aura pas mis tout ça à plat, alors évidemment ça arrive par l'outre-Atlantique, parce que là, on en parlera probablement, mais nous sommes des vassaux des États-Unis. Et aujourd'hui, les États-Unis vont probablement totalement changer leur fusil d'épaule. Donc, on n'aura pas besoin de bouger beaucoup. De toute façon, le scandale va déferler sur l'Europe comme il va déferler sur les États-Unis dans les mois qui viennent. On n'est pas sûr de bouger beaucoup. Personnellement, nous, on appelle plus à l'action qu'à la passivité parce que c'est en bougeant qu'on fait bouger les lignes. Et au-delà de dynamiques possibles et positives sur d'autres continents, il y a quand même cette nécessité de citoyens acteurs, actifs, bien conscients. sûr. Mais juste pour finir quand même sur l'ordre des médecins, vous, personnellement, comment vous viviez cette situation-là, humainement, et aussi comment vous trouvez la force pour continuer à vous battre et à faire entendre votre voix, être présent aujourd'hui avec... Vous savez, moi, à 29 ans, j'étais dans les 3% des médecins installés les plus jeunes de France. À 29 ans, j'ouvrais un SOS médecin dans une ville de Bourgogne, et au 3e jour, j'avais une lettre recommandée avec réception, j'avais une plainte. Voilà, on m'avait déjà collé une plainte, j'avais 3 jours d'ouverture, c'était un gros travail d'ouvrir un SOS médecin, mais on avait une plainte pour publicité. Alors qu'on avait des véhicules SOS médecins avec des logos qui étaient autorisés à Paris, qui étaient autorisés partout. Enfin, c'est-à-dire, on avait les véhicules. Moi, c'est pas marrant. Bon. Donc, 3 jours et première plainte. Heureusement, à l'époque, ça se passait bien. Mais j'ai jamais eu de bon rapport avec le Conseil de l'Ordre. Et c'est dommage, parce que le jour où on a créé l'EMSIB, par exemple, l'Association internationale de médecine scientifique, vous nous en dire un mot d'ailleurs, bienveillante, oui. Le jour où on a créé ça, on a dit on va défendre les consommateurs et les médecins contre les pratiques frauduleuses des industriels et du médicament et des produits de santé. C'est-à-dire que dès qu'on va voir apparaître un message totalement frauduleux, on va le dénoncer. Et donc on fait un article par semaine depuis maintenant 10 ans. Et on va le dénoncer et on va éventuellement donner du grain à moudre au Conseil de l'Ordre national qui n'aura plus qu'à se saisir de nos dossiers pour mettre un peu d'ordre dans les pratiques complètement dévoyées de certains de nos confrères. Vous les aidez bénévolement, vous bien sûr, on s'est dit on va être bien vu, on aura des rapports harmonieux enfin. Et en fait, on s'est fait défoncer tout de suite. Ça a été une abomination immédiate. Bon, pourtant, on parlait pas de vaccin à l'époque, au début, mais ça a été tout de suite très très tendu entre l'EMSIB et les conseils, le Conseil national, alors que à l'EMSIB, c'était souvent un mathématicien, un épidémiologiste, un chercheur, pas du tout un médecin qui écrivait. Donc on pouvait pas nous dire que c'était antidéontologique puisque c'était des gens non médecins. Et ben néanmoins, ça se passe mal depuis des années. Qu'est-ce que vous voulez, voilà. Aujourd'hui, le Conseil national de l'Ordre des médecins a énormément de mal à faire respecter l'indépendance de la profession.
Quand vous prenez sur le fait un médecin qui est clairement complètement corrompu par une firme pharmaceutique, il a en général un avertissement. On a eu ça il y a 2 ans. Et ceux qui utilisent du sérum moi, c'est catastrophique. Moi, je dois sont suspendus pendant 3 ans. Bon, vous voyez, ça ne pourra pas continuer comme ça longtemps. Moi, je voudrais que il y ait une espèce de prise de position, de conscience de la part de la population, puis aussi des confrères. On peut pas continuer à avoir des gens qui nous représentent et qui nous maltraitent. Hein, le jour où j'aurai des plaintes de patients parce que j'ai mal travaillé, parce que je suis négligent, parce que mes connaissances sont insuffisantes, j'aurai à ce moment-là plus qu'à me pleurer. Mais là, je n'ai que des bons résultats. Et vous êtes harcelé par l'ordre. Et surtout que quand je dis à la sécurité sociale, bon, vous avez fait une enquête, vous avez vu mes patients, donnez-moi le taux de satisfaction, et on m'a répondu, c'est un secret du service. Ça vous concerne quand même. Juste un peu. Secret du service, j'ai quand même le droit de savoir si je suis utile ou pas utile. Et je peux vous dire que ces gens-là, si j'avais eu 5% d'efficacité, ils l'auraient marqué immédiatement. Hein. Alors, quand je leur demande où sont mes effets indésirables, quel est le taux d'effets indésirables, on me répond secret du service. Merci beaucoup pour ce témoignage. On va continuer avec un autre témoignage, le docteur Germain Rambin. Merci encore. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous rappeler un peu la chronologie des événements que vous avez vécus avec l'ordre, s'il vous plaît ? Oui, donc je suis psychiatre et j'exerce en milieu hospitalier. Depuis 2018, je fais des remplacements dans les hôpitaux périphériques. Donc en psychiatrie adulte et en pédopsychiatrie. Et du coup, voilà, j'ai écrit à l'ordre en août 2021, suite au discours du président Macron qui annonçait la loi sur le pass sanitaire. Pour leur dire que je considérais que cette loi ne nous permettait plus d'exercer en respectant la déontologie médicale sur plusieurs points, sur le consentement libre et éclairé, sur la discrimination d'accès aux soins, sur le secret médical, enfin sur beaucoup de choses. Des piliers en plus. Le rapport bénéfice-risque, la protection des enfants, etc. Et du coup, j'attendais, j'ai écrit pour leur dire que je m'inquiétais de cette loi et des conséquences que ça allait avoir sur notre pratique, que ce que je voyais déjà dans les hôpitaux, c'était inquiétant parce que je trouvais que c'était de la maltraitance à la fois des patients et des professionnels, parce que moi, ce que je voyais dans les hôpitaux où je suis allée, c'est-à-dire à Mende, à Brive, à Tulle, c'était des services qui étaient... des hôpitaux qui étaient quasiment vides, alors qu'on nous alertait sur les crises sanitaires, avec des services entiers qui étaient fermés pour accueillir des patients Covid dans des régions où depuis 8 mois, il n'y avait eu aucun cas. Donc, par exemple, à Mende, les services sont restés fermés pendant 3 ans, alors que pendant 1 an, il n'y avait pas eu de cas du tout. Pas tout à fait 1 an, mais 8 mois, et avec des mesures qui étaient maltraitantes pour moi, parce que les patients, ils étaient enfermés dans leur chambre jusqu'au résultat du test, et au départ, ça pouvait durer jusqu'à 5 ou 6 jours. Et dans les chambres de psychiatrie, il faut savoir qu'en général, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télé, et les gens n'ont pas accès à leur téléphone portable. Et ils avaient décidé en plus de mettre toutes les affaires personnelles des patients dans des salles communes dédiées à cet effet pour éviter, je ne sais pas quelle contamination, puisque les patients étaient enfermés donc seuls dans leur chambre avec rien et un masque et pendant 5 jours jusqu'au résultat du test. Donc ça, je trouvais ça absurde. Prison. Voilà, c'est ça. Et j'ai été aussi amenée les urgences à faire des entretiens sur le parking des urgences parce que les patients qui refusaient les tests parce qu'ils étaient délirants, persécutés ou des enfants, ou déments, j'ai été obligée de faire des entretiens sur le parking des urgences parce que on ne voulait pas laisser rentrer les patients dans un box aux urgences pour faire un entretien psychiatrique. Quelle violence. Donc voilà, j'ai écrit tout ça à l'ordre des médecins et j'ai juste une réponse au téléphone quand même. Le président de l'ordre m'a rappelé, c'est dans l'Hérault, donc il m'a rappelé au bout de 2 heures pour m'assurer que tout allait bien, tout était déontologique. Enfin, il a reconnu au téléphone que quand même le consentement, il n'était pas tellement libre et pas tellement éclairé, que le secret médical, c'était pas très respecté, et que pour les enfants, la balance bénéfice-risque, c'était pas terrible, mais que c'était pas grave parce que c'était pas obligatoire.
Alors, il reconnaît tout ça, mais il ne me répond pas par écrit, bien sûr. Et donc, moi, je les ressollicite quelques mois après. Donc, moi, ils m'ont interdit d'exercer quand même. L'ordre m'a envoyé un courrier en me rappelant que je n'avais plus le droit d'exercer puisque je n'étais pas vaccinée. Et moi, je leur ai réécrit pour leur demander de me justifier cette interdiction pour mon assurance responsabilité professionnelle qui me demandait de toujours les payer. Et ils ne m'ont pas répondu. Donc, au bout de 3 lettres où ils ne m'ont pas répondu, je leur ai envoyé un petit courrier où j'étais un peu énervée et je leur rappelais donc, la première création de l'ordre qui était en octobre 1940 et où l'ordre avait été chargé de faire le tri entre les médecins juifs et les médecins non juifs et les médecins étrangers. Et donc, je leur rappelais que finalement, ils étaient en train de faire la même chose que leur création initiale, c'est-à-dire choisir quel médecin avait le droit ou non d'exercer. Et là, effectivement, ça leur a pas plu. Ils m'ont répondu en me convoquant à une audition en avril 2022, où je suis venue accompagnée par une consoeur qui devait me défendre, mais qui n'a pas eu le droit d'entrer parce que c'était une discussion amicale et confraternelle, soi-disant. Et à l'issue de cette discussion amicale et confraternelle, le Conseil de l'Hérault a porté plainte contre moi pour infraction à plusieurs articles de la déontologie, entre autres l'article défaut d'hygiène et de prophylaxie, manque de concours à une mesure de protection de la santé publique, défaut de confraternité, manque de mesures dans l'information au public et je ne sais plus. Oui, tirer dans le jeu de cartes, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Ils n'ont pas envoyé de mémoire, ils n'ont pas pris d'avocat, ils n'ont donné aucun signe jusqu'en jugement qui était par la Chambre disciplinaire d'Occitanie en juin 2024, où là, la Chambre a été en difficulté justement pour dire mais en quoi vous avez fait preuve de défaut d'hygiène et de prophylaxie, en quoi vous avez fait tout ça, ils n'avaient aucun argument, ils n'avaient rien. Parce que le mémoire, non, c'est l'argumentaire de l'ordre. Normalement, c'est l'argumentaire, mais ils n'ont pas envoyé d'argumentaire, juste une plainte. Et du coup, cette chambre disciplinaire a même lu, parce que en fait, j'avais aussi distribué des tracts devant les collèges, les lycées, et sur le marché de ma ville, Frontignan, pour appeler les gens à la prudence, pour les informer de leurs droits sur la vaccination, et voilà, et pour éviter aussi que trop d'enfants et d'adolescents se vaccinent, parce que c'était ça qui m'inquiétait beaucoup. Et donc, on a lu ces tracts en chambre disciplinaire, ils n'ont pas été considérés comme problématiques, au contraire même, ils ont jugé que ça avait permis aux jeunes de faire un choix éclairé. Ils ont juste considéré que, oui, peut-être j'avais fait preuve de défaut de confraternité au moment du passage en audition parce que j'avais un comité de soutien qui avait collé des petits autocollants sur les murs de l'ordre et ça leur avait déplu. Mais pour tout le reste, ils n'ont pas suivi les plaintes du conseil départemental. Et j'ai eu un simple avertissement, ce qui n'a pas plu au conseil départemental, qui a fait appel de cette décision en argumentant que j'avais commis des infractions graves et que l'absence de sanctions n'était pas acceptable pour eux. Voilà. Et j'attends toujours de savoir quelles sont les infractions graves que j'ai commises. Donc voilà, je vais passer en appel devant le Conseil national de l'ordre, je ne sais pas quand. La procédure est très longue au final, depuis la... Alors la procédure pour la première fois a été longue, puisqu'entre l'audition et le passage à la chambre disciplinaire, ça a pris 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et vous n'avez pas encore la date Et je n'ai pas encore la date de l'appel, oui. Ouais. Oh, oui, une chose importante, donc notre consoeur a souhaité alerter, dire attention, il faut garder à l'esprit, on va revenir sur les faits. Il y a un monsieur qui s'appelle Dr Redfield, qui était l'ancien président du CDC, le Centre de contrôle des maladies aux États-Unis. Et lui, quand il a été auditionné par une commission d'enquête, il disait, écoutez bien, on a fait le choix, nous, autorités sanitaires, de ne pas parler des effets secondaires, parce que sinon la population, les gens censés, auraient fait le choix de ne pas se vacciner. C'est d'une gravité absolue.
c'est d'une gravité absolue. Parce qu'on revient sur un concept clé que je mentionnais tout à l'heure, cette notion de consentement libre et éclairé. Mais le corollaire, c'est que si on peut consentir à quelque chose, on peut également être en désaccord avec le fait de recevoir le traitement ou le produit en question. C'est-à-dire que notre consoeur est venue pallier une carence majeure des autorités sanitaires. Donc, encore une fois, le docteur Redfield dit ça. Mais quand je reviens au contrat d'achat des vaccins que je mentionnais tout à l'heure, donc il était mentionné que l'efficacité et les effets à long terme n'étaient pas connus et qu'il y aurait certainement des effets secondaires dont on verrait l'apparition dans le temps. Mais quand ça c'est écrit, c'est déjà un mensonge de Pfizer. Pourquoi ? Parce que les études préliminaires de Pfizer montraient une augmentation importante des péricardites et des myocardites chez les sujets jeunes. Beaucoup sont morts, des gens sont morts, des sujets jeunes sont morts de myocardite et de péricardite et de défaillance cardiaque. Donc quand notre consoeur dit « mais attention, moi j'alerte parce que c'est notre devoir », de façon à ce que les gens, encore une fois, puissent formuler un accord ou un désaccord libre et éclairé. Elle pallie une carence majeure des autorités sanitaires. Donc on devrait plutôt la remercier que la mettre en cause et la poursuivre. C'est très choquant. Ces poursuites-là sont très choquantes. Et encore une fois, vous le disiez tout à l'heure, mais il faut que les citoyens se réapproprient le sujet. Parce que sinon, demain, ils auront la médecine d'État. La médecine qui aura balayé toutes les alternatives thérapeutiques, contrairement à ce que font nos partenaires européens, dans une logique de médecine intégrative, où on offre un panel de solutions thérapeutiques, on informe loyalement et on laisse la personne décider ce qu'elle veut pour elle ou pour ses proches. Ça a été bafoué, foulé aux pieds. Et on vient poursuivre les médecins qui soit donnent cette alternative thérapeutique, soit viennent pallier une carence majeure des autorités sanitaires. C'est très choquant et les citoyens doivent clairement dire qu'ils sont en désaccord avec ça. Sinon, demain, il n'y aura plus de docteur reliqué, il n'y aura plus ma consoeur non plus. Ils auront une médecine, la médecine d'État. Et personnellement, je ne le veux pas pour moi, pour mes enfants et pour d'ailleurs nos patients. Ça, personnellement, j'ai fait un choix clair. Je ne veux pas cette médecine-là demain dans la société française. Et d'ailleurs, je la veux nulle part. Oui, je crois que c'est un vrai problème de société. Il faut savoir dans quelle société on veut vivre. Il faut savoir comment on veut se faire soigner quand on est un peu malade ou même abominablement malade. Aujourd'hui, si vous avez un cancer, tout s'est déroulé depuis un an pour que vous n'ayez absolument aucun choix de la technique thérapeutique qu'on va vous appliquer. C'est-à-dire qu'on peut même attaquer des médecins qui diraient cette technique, cette chimiothérapie, ce passage en radiothérapie, cette chirurgie, moi je vous la déconseille et on peut être attaqué. On peut être attaqué personnellement pour avoir influencé un patient sur une technique qui a été proposée par un autre confrère. Donc c'est absolument hallucinant. Mais ça va bien au-delà de ça. Je vous rappelle qu'on a été un des rares pays en Europe à ne jamais avoir parlé de la supplémentation en vitamine D pendant les périodes de Covid. Les Anglais l'ont fait. L'Académie de médecine a écrit un article en France pour proposer une supplémentation. C'était timide, mais au moins, ils avaient au moins fait l'effort. Mais le gouvernement n'a jamais mis un mot sur l'utilisation de la vitamine D. Aujourd'hui, on sait pertinemment, on a tous les chiffres dans le monde entier, les gens qui ont des taux très hauts de vitamine D ont soit pas de Covid, soit des Covid ridicules et ils franchissent même pas les portes de l'hôpital parce qu'ils n'y vont pas. Exactement. Bon. Donc c'est absolument hallucinant. Pourquoi est-ce que nos gouvernants ont sciemment tué les problèmes, les supplémentations en vitamine D, et je vous parle pas du zinc, et encore une fois, alors on sait très très bien, mais alors on va pas rouvrir le débat, pourquoi il y a eu cette crispation sur les traitements ambulatoires précoces, parce qu'il ne fallait surtout pas déranger les plans des industriels qui préparaient un vaccin dans les 300 jours, et il ne fallait surtout pas qu'on amène un médicament qui casserait le marché. Parce que ces vaccins ont été mis sur le marché avec des AMMC, des autorisations de mise sur le marché conditionnelles. La condition qui avait été donnée par l'Agence européenne du médicament, c'est qu'on ne trouve pas, dans l'intervalle, de médicaments qui pourraient régler le problème. Donc il était absolument impensable que le moindre produit ne sorte. Vous avez eu Lancet-Gate avec l'hydroxychloroquine, et puis après il y a eu l'ivermectine, c'est pour les vaches, et puis la vitamine D, on n'a pas le droit d'en parler, et le zinc, c'est toxique. Voilà, ça pendant un an, on a eu ça.
Pendant un an, nous, à l'EMSIB, on a écrit, on a tempêté. Mais à un moment donné, il faudra quand même faire les comptes de ce qui a été sciemment fait. On peut dire, nos politiciens ne savaient pas, les pauvres, ils ont essayé ce qu'ils ont pu. Non, il y a eu un faisceau d'intentions et d'actions toutes convergentes pour qu'il ne se passe aucun traitement pendant toute l'année 2020. Et ça, il faudra quand même qu'on nous l'explique. C'est toujours dur à entendre toutes ces informations parce qu'on a l'impression de vivre un cauchemar. On a du mal à se dire que c'est réel, tellement que ça paraît absurde, que tout est inversé, tout est à l'envers. Et malgré que ça fait des années qu'on travaille ces thématiques, en fait, on reste toujours dans une forme de sidération qui, au contraire, doit se transformer en action. Vous vouliez encore rebondir ? Je voudrais rebondir sur ce que disait le docteur Reliquet. J'invite vos auditeurs à se procurer un ouvrage du docteur Tiberghien, Tiberghien, et le titre c'était « Ils étaient tous condamnés ». Et mon confrère, il a fait quelque chose d'extrêmement intéressant. Il a fait le tour de CHU et il est allé exhumer 200 dossiers. Il aurait pu en exhumer beaucoup plus, qui avaient tous un dénominateur commun. C'était des gens qui avaient eu donc l'orthodoxie médicale, chimiothérapie, etc., avec un cancer, qui avaient été renvoyés chez eux par des médecins qui leur avaient dit rentrez chez vous, nous ne pouvons plus rien pour vous, donc vous allez mourir. Et ces gens-là ont tous eu une excellente idée, c'est d'être en désaccord avec cette parole. Ils se sont dit, condamné pour condamner, je vais faire autre chose. Et ils avaient bien fait, parce que tous, 5, 10, 15 ans après, étaient tous bien vivants. Tous bien vivants. Ils étaient rentrés chez eux pour mourir, et 5, 10, 15 ans après. Et moi, je pose la question, si ces gens-là avaient bénéficié, dès le départ, de ce qu'ils ont fait après et qui les avait sauvés, et si on faisait bénéficier tous les patients qui meurent du cancer tous les jours, dès le départ, de ces techniques qui ont sauvé ces 200, 2000 ou davantage patients, que se passerait-il ? Que se passerait-il ? On sauverait beaucoup plus de monde. Et des gens qui essaient de soulager les patients, de sauver des gens, sont attaqués par le système. Pourquoi ? Parce que c'est un système, le docteur Reliquet l'a très bien dit tout à l'heure, qui a été corrompu il y a plus d'1 siècle par des financiers. Rockefeller, Carnegie. Oui, qu'on parlait de Flexner tout à l'heure, c'est des rapports qui ont été financés Exactement, c'est le rapport Flexner, qui ont balayé toutes les autres médecines. Encore une fois, on devrait être dans une logique de médecine intégrative. Mais des financiers qui voulaient le retour sur investissement, qui financent les facultés de médecine depuis 1 siècle, forment des soldats de l'industrie pharmaceutique. Liés à la pétrochimie. Exactement, qui ont désappris à penser logiquement. Dans tous les domaines de la vie, quand vous êtes confronté à un problème, qu'est-ce que vous faites ? Vous le résolvez, surtout s'il est urgent. Et dans un deuxième temps, vous me dites, mais pourquoi ça s'est arrivé ? Et vous résolvez la cause. Comme ça, si vous faites disparaître la cause, vous faites disparaître les conséquences. Sauf dans le domaine de la médecine, où on a désappris à penser logiquement. On efface ou on atténue des symptômes à coups de molécules chimiques qui rapportent aux industriels, mais au détriment de la santé des gens. Les citoyens doivent comprendre ça. Ce système est devenu totalement dysfonctionnel dans l'intérêt des lobbies. Et malheureusement, je vais le lire ici, mais d'autres l'ont dit bien avant moi, l'industrie pharmaceutique, c'est la plus grande force corruptrice sur la planète actuellement. D'accord ? Donc il y a des gens qui ensuite vont servir de courroie de transmission pour, dans l'intérêt des profits, des lobbies, mais pas dans l'intérêt des patients. Le docteur Reliquet, on devrait le remercier d'avoir soigné ses patients. Docteur Reliquet, bravo, ce gars-là, il était hyperalgique. 3e séance, 4e séance d'hysterectomie, il galope. Mais vous avez fait économiser de l'argent à la sécurité sociale, merci. Et vous avez soulagé un patient, ce qui est quand même le cœur de votre métier. Remercie. Mais non, il est attaqué. Ça doit s'arrêter. Ce système est devenu fou, dysfonctionnel. Ça doit s'arrêter et les citoyens doivent à nouveau assumer leur part de responsabilité pour que ça change. Et d'ailleurs, nous, en tant que citoyens, on a besoin d'avoir accès à une information aussi, ce qui est très difficile au vu de toute la confusion, la complexité de ces thématiques de la santé, où on n'a pas de formation en tant que citoyen, on est simplement patient. Et donc, d'où l'importance d'avoir des structures aussi que vous développez pour pouvoir nous donner une information plus indépendante. Juste, je voulais rebondir sur la corruption avec l'industrie pharmaceutique et l'innocence supposée peut-être de certains politiques. Moi, je voulais dire que quand même, quand le gouvernement Macron organise la réunion des entreprises du sanitaire, le Crisis, là, en 2018, au mois de juillet, et que juste avant, 3 jours avant, il reçoit le club Dolder, c'est-à-dire les 25 plus grosses industries pharmaceutiques, et qu'il prend les décisions exactement celles qui étaient demandées par le club Dolder, c'est-à-dire
Enfin, pas toutes, heureusement, mais bon, certaines, comme le déremboursement de l'homéopathie, ça a été pris en 2018 et ça s'est fait comme ça exactement. Ils avaient aussi demandé la vaccination obligatoire pour la grippe, bon, ça ils l'ont pas eu. Ils ont demandé le raccourcissement de l'autorisation de mise sur le marché pour les nouveaux médicaments, ça ils l'ont eu. Enfin voilà, c'est organisé quand même. Et sur l'innocence des politiques, je voulais juste, je sais pas si vous êtes au courant, que notre ministre de la Santé, Olivier Véran, en mars 2021, devant le Conseil d'État, il a dit la vérité. Mais il ne l'a pas dit dans les médias. Devant le Conseil d'État, il a dit la vérité. Il a dit les personnes vaccinées sont les plus à même de faire des formes de graves ou de décéder en cas d'inefficacité du vaccin ou d'émergence d'un nouveau variant. Et l'efficacité du vaccin sur la transmission du virus n'est pas connue. Voilà. Et il dit ça, il dit ça devant le Conseil d'État, et 3 jours après, il vient dire aux femmes enceintes de se vacciner. Donc ils avaient l'information. Donc ils avaient l'information. Donc ils sont coupables. Donc ils sont coupables, oui, tout à fait. Oui, important. Les femmes enceintes. On voit quand même le ministre de la Santé venir sur un plateau télé vacciner une femme enceinte. On a tous appris en fac de médecine qu'on ne donne rien à des femmes enceintes, sauf quand c'est une absolue nécessité, et des produits pour lesquels on a un long recul. On voit un ministre de la Santé venir vacciner une femme enceinte en incitant, et d'ailleurs encore, il y a la politique vaccinale encore aujourd'hui, alors qu'il a été établi que 10% des femmes enceintes, ça c'est le Dr Redfield, et d'ailleurs c'est sur ce fondement-là que le procureur général du Texas et du Kansas poursuit Pfizer en disant vous avez menti, vous avez caché que 10% des femmes enceintes vaccinées faisaient des fausses couches. 2 procureurs généraux aux États-Unis poursuivent Pfizer sur ce fondement, et on continue de promouvoir la vaccination à des femmes enceintes. C'est criminel. C'est juste criminel. Sur France Inter, encore régulièrement, on entend des spots pour encourager les femmes enceintes à se faire vacciner contre le Covid. C'est juste choquant. En 2024. Extrêmement choquant. C'est extrêmement choquant. Et tous ces professionnels de la santé qui étaient des femmes enceintes et qui, en tant que professionnels de la santé, ont eu l'obligation vaccinale. C'est très choquant. Docteur Germain Robin, vu la situation que vous vivez avec l'Ordre des médecins, vous personnellement, comment vous vivez cette situation, humainement Oh bah c'est un peu difficile, mais bon, comme ça fait longtemps, je commence à être habituée, ça va faire 4 ans que ça dure cette histoire, donc oui, c'est difficile, mais bon, de toute façon, honnêtement, l'état des hôpitaux est tel que le plaisir qu'on peut avoir à travailler, il n'est plus beaucoup là. Hein. À chaque fois, je m'inquiète de savoir si je ne vais pas avoir un problème médico-légal, parce que ça devient tellement... C'est tellement appauvri, c'est tellement parfois n'importe quoi, avec l'utilisation des chambres pas sécurisées pour enfermer les gens, enfin bon, des choses comme ça, que finalement, bon, enfin, c'est difficile, mais en tout cas, je suis convaincue que c'est vraiment grave ce qui se passe, et c'est pour ça que je continue à gérer jusqu'au bout, quoi, de cette plainte et de ma réponse à tout ça. Bravo pour votre courage. Non, mais bravo pour votre courage, parce qu'on a besoin de professionnels comme vous qui ont le courage d'affronter cet ordre des médecins, d'affronter ces autorités sanitaires, ces institutions politiques qui sont profondément corrompues, comme vous le résumez très bien. Et d'ailleurs, excusez-moi, je vous propose de continuer maintenant avec vous, avec votre témoignage, Vincent Roliquet. Excusez-moi. C'est pas grave. Je suis désolé. Faire la braise, Jean-Philippe. Jean-Philippe Labrèche, je suis vraiment désolé. Aucun souci. C'est aussi plein d'émotions cette émission, hein, donc voilà, c'est pas évident. Vous, quels sont les événements que vous avez rencontrés face à l'Ordre des médecins? Pour quelles raisons? Quelle est la chronologie? Comment vous le vivez? Eh ben, c'est intéressant parce que vous verrez, il y a aussi un dénominateur commun dans mes différentes mises en cause et condamnations, c'est qu'on vit dans un système où il ne faut les médecins ni soigner, ni dire qu'on peut mieux soigner et sauver des vies. Donc là, en l'occurrence, moi, je fais depuis le 1er septembre l'objet d'une suspension de 6 mois. Et le motif est intéressant, c'est que moi, j'appartiens à une association internationale qui s'appelle la FL3C, qui veut dire Frontline COVID-19 Critical Care, qui a été fondée par des gens qui sont des sommités médicales mondialement connues et respectées. Le professeur Méry, qui est le 2e auteur le plus cité au monde en matière de soins intensifs. Le professeur Meduri, qui est le 1er auteur le plus cité au monde en ce qui concerne le traitement des pneumopathies par la corticothérapie. C'est-à-dire, c'est très précisément le cœur du sujet, puisque c'est ce à quoi on était confronté dans le cadre des pathologies Covid. Donc ces gens-là ont créé une association et ont développé des protocoles de soins qui leur permettaient d'avoir, chez les formes graves de Covid, 6% de mortalité, quand en France, au même moment, on était à 17,5%, et en France et dans le reste de l'Europe, entre 17 et 22%. Et moi, médecin, qui me suis dit, on peut sauver plus de vies, chouette, et j'ai communiqué à l'Ordre des médecins
et puis aux associations professionnelles de médecins urgentistes, réanimateurs, aux autorités sanitaires, les travaux de la FL3C, en disant, voilà, vous avez là des informations validées qui émanent de gens qui sont des sommités mondialement connues et respectées. Les statistiques sont là, puisqu'ils avaient colligé assez rapidement tout un ensemble de statistiques sur les mortalités quand on utilise ces protocoles ou pas. Donc on va sauver plus de vies, on va sauver plus de gens. Donc médecin, j'allais dire stupidement, j'ai pensé que c'est ce à quoi aspirait le corps médical et les autorités sanitaires. Eh bien, j'ai été mis en cause par l'ordre des médecins. Et tenez-vous bien, le motif est intéressant. J'aurais manqué de prudence en diffusant ça, pas dans la population générale, aux médecins et aux autorités sanitaires. J'aurais manqué de prudence en diffusant des protocoles qui émanaient de gens qui sont des sommités mondialement connues et reconnues et qui reposaient sur l'administration de molécules qu'on utilise depuis des décennies et pour lesquelles on a un long recul. La vitamine C, que Vincent connaît bien aussi, l'hydrocortisone, très tôt en fait, parce que mes confrères, Meduri, Varun, Cori, etc., travaillaient avec les équipes chinoises qui avaient déjà pris un temps d'avance et qui d'ailleurs appliquaient déjà les travaux du professeur Méric, qui avait démontré l'intérêt de la vitamine C à forte dose quand on doit traiter des pathologies infectieuses ou inflammatoires aiguës. Donc ces gens-là qui voulaient sauver des vies, ce sont des médecins, ils voulaient sauver des vies. Donc ils ont développé ces protocoles. Et on me reproche un manque de prudence. Alors moi je trouve ça très drôle, pourquoi ? Parce que donc encore une fois, l'origine de ces protocoles, les molécules utilisées pour lesquelles on a un long recul, la balance bénéfice-risque, il n'y a pas d'interrogation. Et par contre, ceux-là même qui font la promotion d'un produit expérimental, dont les études préliminaires faites par le laboratoire elles-mêmes étaient déjà extrêmement inquiétantes et qui le promeuvent, eux, auprès de la population générale, c'est-à-dire une population qui n'a pas les compétences pour juger de la validité des informations ou pas, eux, par contre, n'ont pas manqué de prudence. Je trouve ça très choquant. Donc, 6 mois de suspension. Le Conseil d'État a omis de casser ce jugement. C'est pour ça que j'ai enregistré dans une courte interview. Je dis que, de mon point de vue, le Conseil d'État a failli à sa mission, puisqu'il est là pour s'assurer que le droit soit dit et que la justice soit rendue. Et quand on ne casse pas un jugement qui est manifestement une telle injustice, c'est que cette instance ne remplit plus sa mission. Et ça devient très grave dans un État de droit. Quand l'autorité administrative judiciaire suprême ne fait plus ce pourquoi elle est là, alors il n'y a plus de contrôle. On peut sanctionner abusivement, de façon très choquante, mon confrère, ma consoeur, docteur Denis Agré qui est là, etc., sans que ça pose de problème à qui que ce soit. Mais c'est un des piliers d'un État de droit qui s'est effondré. On peut commettre les pires injustices sans que ce soit dénoncé et cassé par l'autorité judiciaire administrative suprême. C'est très grave et de mon point de vue extrêmement préoccupant pour la démocratie. Parce que là, on va au-dessus de l'ordre des médecins. Vous parlez du Conseil d'État, donc vous l'avez dit, c'est l'autorité administrative suprême. Donc oui. Vraiment, là, on se rend compte que ces organisations comme l'ordre, qui est juste corporatiste, est directement liée et soutenue par des entités étatiques qui devraient être le dernier rempart contre ces injustices que vous subissez. Parce que exactement. Vous reprochez de faire votre métier, et ce que vous venez très bien de décrire, je ne vais pas paraphraser, c'est encore une fois, on marche sur la tête. Et pour répondre plus précisément, avant, j'ai été suspendu 3 ans, donc 2 avec sursis, pour être intervenu à la demande d'un proche dans un service de soins palliatifs, pour aider une vieille dame qu'on laissait agoniser comme un chien. Son médecin l'avait laissée chez elle 4 jours avec un syndrome occlusif, avec du Doliprane. Les gens connaissent bien le Doliprane. Donc elle avait fait une péritonie, elle avait été opérée en catastrophe, et elle avait fait ce qu'on appelle un sepsis, une infection. Et les confrères avaient dit, elle a 80 ans, elle a un sepsis, les antibiotiques ne marchent pas, elle peut mourir. Donc il l'avait transférée en service de soins palliatifs. Donc j'avais été appelé par les proches, et j'avais dit à ma consoeur, mais vous savez que dans ce cas-là, et je lui avais donné des exemples, et j'avais dit, je vous enverrai plein de travaux, il n'y a pas de souci. Quand on a un sepsis, une infection grave qui déborde les capacités d'adaptation de l'organisme et qui fait que le corps décline, il y a encore quelque chose à essayer et qui fonctionne dans un grand nombre de cas, c'est la vitamine C à forte dose. Elle m'a fait croire qu'elle était intéressée, et même qu'elle avait commandé des produits, puisqu'elle m'a dit j'ai commandé des produits, et donc moi j'ai commencé à administrer la vitamine C. Et en plus à petite dose, parce que j'ai fait 3 grammes de vitamine C, dans ce cas-là, il aurait fallu faire 50 grammes de vitamine C. Et malgré tout, au bout de 2 fois 3 grammes de vitamine C, l'entourage a témoigné, en disant qu'elle parlait plus depuis 2 mois. Au bout de la 2e perfusion de vitamine C, elle avait les yeux grands ouverts dans son lit, elle demandait à manger ses tricots, elle plaisantait. Vous savez ce qui est arrivé le 3e jour ? On m'a empêché de continuer les soins. La consoeur du service avait décidé qu'elle devait mourir, et pire, l'ordre a porté plainte contre moi. Et pourtant, j'avais rencontré son vice-président qui m'avait dit, docteur Labrèze, vous avez fait ce que vous deviez faire. Vous avez essayé d'assister.
mais ça l'a pas empêché le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de porter plainte contre moi. Et j'ai été sanctionné par les instances régionales, validé par le conseil national, 3 ans de suspension, donc 2 avec sursis, pour avoir fait mon métier de médecin, avoir essayé de sauver une vieille dame et avoir démontré en 2 jours que ce que je proposais pouvait la sauver. Il faut que les gens sachent qu'ils vivent dans un pays où des médecins peuvent être condamnés lourdement pour faire leur métier et essayer de sauver des vies. Oui, alors là, je voudrais intervenir parce que là, on parlait des sérums marins, mais alors, je connais bien le docteur Labrèze, je connais bien son travail. Le docteur Labrèze, c'est un des Français qui connaît le mieux la vitamine C. Il la connaît depuis des années, il l'utilise depuis des années pour lui-même. Encore une fois, quand ça marche un produit, en général, on se l'administre. Faut savoir que moi, j'ai la chance d'avoir sorti un livre ce mois-ci qui s'appelle Chronique de médecine contestataire, et j'ai une énorme partie de ce livre sur la vitamine C, parce que je connaissais les travaux de Labrèze, et je me suis dit, c'est pas possible. Moi, médecin habituel, médecin généraliste, je n'ai pas de connaissances sur la vitamine C. Donc je suis parti à la recherche de ce qui avait été publié de sérieux. Je suis tombé à la renverse. Il y a des milliers d'articles scientifiques référencés dans le monde entier sur l'utilisation de la vitamine C injectable haute dose, parce qu'en France, on nous dit que c'est toxique au-delà de 300 mg. Et puis, là, vous parlez de 50 grammes. Ah bah là, on peut parler de 100 grammes aussi, si vous voulez. Plus que ça, voilà. les rapports de 1 sans aucun problème. On ne peut pas abîmer encore de la vitamine C. On tombe des nues avec des pathologies gravissimes traitées en quelques jours, avec des perfusions massives de vitamine C par voie veineuse, dans des conditions adaptées, sur des veines de bon calibre, avec du personnel adapté, et on arrive à traiter des pneumopathies, des cancers, des morsures de serpents, le tétanos, la poliomyélite, des maladies qu'on vous a toujours raconté qu'elles étaient complètement sans traitement, donc il fallait absolument vous vacciner parce que sinon vous allez mourir. Eh bien, ces maladies-là sont soignables en quelques jours. En quelques heures. Le tétanos a été traité aux États-Unis par un gars qui s'appelle Klenner avant la guerre de 40. Et puis pendant ce temps-là, nous en France, on faisait autre chose. Mais Klenner a tout de suite dit, mais attendez, donnez-moi un poliomyélitique et vous allez voir qu'il va plus l'être dans 2 jours avec la vitamine C. Faut savoir qu'aujourd'hui, vous sortez une ampoule de vitamine C injectable, vous êtes déjà dans l'illégalité. On va vous sauter dessus. C'est tellement vrai que les produits à 10 grammes sont interdits de commercialisation en France. Vous avez des produits à 1 gramme dans lesquels il y a un conservateur qui nous dérange. Bon, mais dans d'autres pays du monde, vous avez des produits à 10, 20, 30 grammes qui sont disponibles en injectable et qu'on peut utiliser. Eh ben, en France, c'est interdit. Et on vous laisse utiliser des produits de chimiothérapie qui parfois sont d'une toxicité absolument folle et qui n'ont pas l'efficacité de la vitamine C. Seulement le produit de chimio, il a un brevet, et la pauvre vitamine C de Linus Pauling, prix Nobel 2 fois, eh ben, il a rien. Donc, on ne vous proposera jamais. Voilà ce qui se passe quand on fait de 3 grammes dans une maison de retraite. On prend 2 ans d'interdiction d'exercice. Si ça va bien en France, bah continuons. Comment garder son calme? Alors, ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ça rend fou qu'on entend ce qu'on entend. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Garder son calme, c'est très simple. On se projette dans le après. Le après, quand les gens auront la médecine à laquelle ils ont droit, dont ils ont droit, qui est celle que je mentionnais tout à l'heure. Libre choix thérapeutique, liberté thérapeutique, consentement libre et éclairé. Donc moi, je me projette dans le après. Très sincèrement, ce que je traverse, moi, c'est compliqué quand on se fait radier de l'ordre plusieurs fois, qu'il faut batailler. Et encore, quand moi, je me suis fait donc radier de l'ordre à l'époque où je présidais une association. Alors, j'ai une consoeur psychiatre ici qui fait son job, mais dans une association qui combattait les abus psychiatriques, pas la psychiatrie. Les internements abusifs, les électrochocs contre la volonté des patients, j'avais été appelé à l'aide, etc. J'avais quand même été radié à vie. Et ça avait été commué à 1 an de suspension. Donc déjà, quand on passe d'une radiation à vie à 1 an de suspension, on comprend sans difficulté que ça, c'est pas de la justice, c'est une exécution. Et pour pas désavouer totalement les instances régionales qui m'avaient exécuté, le Conseil national m'a quand même suspendu 1 an. Mais pour motiver l'année de suspension, ils ont écrit des choses qui étaient fausses. Par exemple, un des dossiers dans lequel j'étais intervenu, d'internement abusif, a quand même été reconnu comme abusif par la justice a posteriori, et le patient a été indemnisé. Mais on pouvait, même sans attendre ça, comprendre que quelque chose n'allait pas, parce que, vous savez, maintenant,
quand on est interné d'office, on peut saisir le juge des libertés de la détention. Et cet internement-là avait été levé la veille de la comparution devant le juge des libertés de la détention. C'est-à-dire que la consoeur qui avait interné le patient savait bien que quelque chose n'allait pas, puisqu'elle s'est dit « aïe, 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 il va passer devant le juge des libertés, ça ne va pas le faire ». Donc l'internement avait été levé la veille. Donc déjà, si l'ordre avait été désireux de rendre la justice, il serait dit Labrèze est intervenu parce qu'il préside cette association, mais l'internement devait poser un problème puisqu'il a été levé la veille de la comparution devant le JLD. Allez dans votre sens. Mais non, ils m'ont quand même condamné. Donc vous voyez, pour pas passer d'une radiation à vie à rien du tout, ils se sont dit on va lui donner 1 an, il sera content, il avait été radié à vie. Non, moi je suis content quand on rend la justice. Quand on condamne quelqu'un sans fondement, je suis pas content. Même si on passe d'une radiation à vie à 1 an de suspension, je suis pas content. Et d'ailleurs, j'avais démissionné de l'ordre des médecins après, en disant, mais si vous cautionnez le fait qu'on mette un gamin de 6 ans sous 3 neuroleptiques, dont un est interdit chez l'adulte, qu'on électrochoque quelqu'un contre sa volonté, on n'a pas la même conception de la médecine. Donc si je dois être médecin dans un groupe qui cautionne ces pratiques-là, j'ai rien à y faire et j'ai démissionné. Mais entendez-vous bien? Et pendant 2 ans, j'ai fait le naturopathe. Mais quand j'ai voulu me réinscrire, le président du conseil départemental qui avait demandé ma tête en première instance et qui l'avait eu, et qui devait fulminer de savoir que ça avait été transformé en 1 an de suspension, quand j'ai voulu me réinscrire, on m'a dit non, non, vous pouvez pas, vous êtes immoral. Ah oui, j'ai dit pourquoi? Ben parce que pendant 2 ans, vous étiez naturopathe, vous avez continué d'aider des gens, vous n'étiez pas médecin, donc vous êtes immoral. Donc on vous empêche de vous réinscrire. Et vous savez ce que j'ai dû faire, moi, pour obtenir le droit d'être réinscrit? J'ai écrit au président du conseil national, et je suis allé rencontrer le président du conseil départemental, et je leur ai dit, messieurs, je sais que vous faites de l'abus de pouvoir, que par tous les moyens, vous essayez d'avoir ma tête. Et bien voilà ce qui va se passer. Moi, je suis un mec très déterminé. Je suis très bienveillant, je prends soin des gens, mais je suis très déterminé. Je vais faire une grève de la faim si vous ne me rendez pas mon droit d'exercice. Et comme je suis un gars très déterminé, si vous ne me rendez pas mon droit d'exercice, je vais casser ma pipe. Mes enfants seront à l'abri du besoin, mais quand j'aurai cassé ma pipe, vous aurez une plainte pénale de ma famille sur le dos. Et on verra comment vous vous expliquez sur les courriers que vous échangez entre vous, vous promettez ma tête. Quel courage. Eh bien, peu de temps, le lendemain ou le surlendemain, j'étais plus immoral et j'étais réinscrit. Mais si je n'avais pas fait ça, vous parleriez à un médecin, radié de l'ordre et empêché de se réinscrire parce qu'il est immoral. Ce qui est énorme, ce qui est d'une iniquité absolue. Même quelqu'un qui n'est pas câblé comme moi, qui ne fait pas ça, eh ben, il se retrouve radié à vie avec cette infamie qui pèse sur sa tête. Dès qu'il prend la parole, on dit oui, mais lui, vous savez qu'il a été empêché de se réinscrire parce qu'il était immoral. Ah bon? Ah ben on ne l'écoute pas alors. Ça doit cesser. Ces injustices et cette violence institutionnelle doivent cesser. Et aucun des citoyens qui vit dans ce pays ne devrait accepter ça. Tous devraient se dresser pour dire stop. Vous savez, moi j'aime bien rappeler l'article 3 de la Constitution qui dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par l'intermédiaire de ses représentants et par la voie du référendum. Si on voit que les gens qu'on a envoyés au pouvoir pour agir dans notre intérêt agissent en fait au contraire pour nous nuire, on doit leur dire, messieurs, vous ne respectez pas votre mandat. Nous, on ne vous fait plus confiance pour nous représenter, pour agir en notre nom. Donc, s'il vous plaît, quittez la place et laissez-la à des gens plus intègres, plus compétents, plus bienveillants, plus éthiques que vous. Et nos sociétés se mettront en marche droit, vraiment. Merci pour ces paroles, ça fait du bien à entendre. Merci Dr Labrèze, vous le dites, tous les citoyens doivent dire stop et c'est aussi pour cette raison qu'on fait ces émissions-là. Merci pour votre courage, vraiment ça fait du bien parce que les informations que vous nous partagez à la fois sont dramatiques, mais qu'on voit votre combativité, la clarté de vos propos, la cohérence, la sincérité dans votre démarche en tant que professionnel de la santé, ça fait du bien, ça rassure et ça évite de mettre tout le monde dans le même sac. J'aimerais, pour élargir un peu encore la conversation autour de l'Ordre des médecins, vous montrer une petite vidéo de communication qui a été faite, qui vient de la chaîne YouTube de l'Ordre des médecins. C'est une vidéo qui est assez récente, ils ont dû relancer un financement pour améliorer leur communication dans leur présentation publique. Voilà, ça dure 2 minutes, magnéto, et comme ça après on fera un peu de fact-checking ensemble. L'Ordre des médecins fédère et régule tous les médecins, quel que soit leur statut, leur mode d'exercice et leur spécialité. Acteur de proximité, il est présent sur l'ensemble du territoire via les conseils départementaux, régionaux et le Conseil national. Organisme privé en charge de missions de service public, ces conseils sont composés de plus de 3000 médecins élus par leurs pairs. Son principal objectif, faire en sorte que tous les patients aient accès à des soins de qualité. L'Ordre est sur le terrain avec les médecins pour soutenir leur quotidien professionnel. Éclairage et avis déontologiques, conseils juridiques, accompagnement de leur installation ou dans leurs démarches administratives, appui ou entraide en cas de difficulté,
Écoute confraternelle, l'institution est à leur côté tout au long de leur carrière. Afin de garantir la qualité de la relation médecin-patient, l'Ordre veille également au respect de l'éthique et de la déontologie médicale. Pour cela, il rédige et met à jour le code de déontologie médicale. Il l'adapte, dans l'intérêt des patients, aux évolutions de l'exercice professionnel, mais aussi de la société. Et en cas de non-respect de ces règles, il propose, voire impose des conciliations et saisit des instances disciplinaires indépendantes sous la responsabilité de la justice administrative. Pour privilégier un accès à des soins de qualité, l'Ordre s'assure aussi de la formation, de la compétence et de l'indépendance des médecins. Il gère l'inscription au tableau des médecins autorisés à exercer et le tient à jour. L'Ordre des médecins est enfin un acteur incontournable du monde de la santé. Grâce à ses 4 sections spécialisées dans les domaines de l'éthique, de l'exercice professionnel, de la formation et des compétences des médecins, de la santé publique, mais aussi par son expertise sur certaines thématiques, il est l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Il participe ainsi aux consultations et rend des avis sur les projets de loi et décrets relatifs à la santé. Il intervient également auprès de nombreuses instances nationales et internationales. Il défend ainsi l'indépendance de la profession. Je me suis retenu de rigoler parce que c'est quand même un sujet important, sensible, réaction. Ah Vincent, vas-y, je t'en prie. Faut pas rire. Qu'est-ce que vous voulez, c'est tellement un portrait idyllique et il se passe exactement tout le contraire tout le temps. Donc c'est quand même absolument hallucinant. Il y a une chose qu'il faudrait bien comprendre, c'est que dans le code de déontologie aujourd'hui est apparue une notion qui paraît logique, et puis il faut être méfiant sur les idées qui paraissent logiques. L'idée logique dangereuse, c'est de dire les soins adaptés à l'état des connaissances de la science. Alors là, quand on a dit ça, on dit bah oui quoi, voilà, on doit apprendre, on doit se soigner en fonction des connaissances du 21e siècle, pas du 15e. Ça paraît d'une logique totale, sauf que personne ne vous dit qui vous dit ce que c'est que ce qu'il y a dans la boîte qu'on ouvre et dans lequel il y a l'état de la science. Qui dit la science ? Est-ce que c'est Olivier Véran qui vous dit de mettre un masque alors que 3 jours avant, dans l'hémicycle, il vous avait dit qu'il fallait pas en mettre ? Est-ce que c'est ça la science ? Est-ce que la science, c'est le vaccin anti-Covid ? Ou est-ce que la science, c'est de dire les sérums mains ou la vitamine C n'ont jamais existé, c'est charlatanesque ? Ou est-ce que c'est le Lancet ? Alors voilà, donc alors, la science, c'est maintenant aujourd'hui, c'est ce que dit le politique. Ce qui a validé le politique est scientifique. Mais c'est absolument démoniaque. C'est-à-dire qu'on ne peut plus sortir de rien, on ne peut plus amener une idée qui irait contre une idée gouvernementale parce qu'on serait anti-scientifique. Mais comment on peut avoir laissé passer, nous médecins, une connerie pareille dans notre code de déontologie ? Et alors, évidemment, à partir du moment où quelqu'un est mécontent d'un médecin, on va dire qu'il contrevient aux données de la science. Puisque de toute façon, la science, c'est à Bercy, ou c'est à Ségur, ou à l'Élysée qu'on a décidé la science. Bon, bah déjà, voilà, ça c'est quand même le truc absolument terrible. Oui, un point important pour rebondir aussi là-dessus. Sur son site, le Conseil national de l'Ordre des médecins dit qu'il est là pour garantir l'indépendance de la profession. Et pour Vous en témoignez d'ailleurs ce soir ? Oui, et pour être au service des médecins dans l'intérêt des patients. Et moi, je pose une question toute simple. Quand on vient targeter, détruire le docteur Reliquet parce qu'il applique une technique qui fonctionne indiscutablement, c'est un fait. Ça fonctionne, c'est un fait. Et qu'il soulage des patients, en quoi l'ordre agit au service des médecins dans l'intérêt des patients ? En fait, il dessert les intérêts des patients, puisqu'il les prive d'une technique et de praticiens qui vont soulager les patients. Donc c'est contraire à ce qui théoriquement est supposé être sa mission. Clairement. Donc c'est très choquant, c'est très choquant. Et quant au fait que l'ordre serait là pour garantir l'indépendance de la profession, on a vu pendant toute la crise sanitaire, l'ordre être une courroie de transmission entre des directives politiques qui étaient le contraire de ce qu'il aurait fallu faire. On ne va pas revenir sur les masques, on ne va pas revenir sur le confinement, on ne va pas revenir sur des injections expérimentales dont le vendeur lui-même disait qu'il ne garantissait absolument pas l'efficacité et ne se prononçait pas sur les effets à long terme. On a vu l'ordre est une courroie de transmission. Au lieu de protéger les médecins et de leur dire « Messieurs,
échangez entre vous, faites fonctionner vos neurones, quels sont les traitements qui vont fonctionner. Ils ont servi effectivement le courroie de transmission à quelque chose qui était clair et que Vincent a mentionné tout à l'heure, une décision qui venait alors, on ne va pas refaire le débat ici, mais de beaucoup plus haut, qui était dégageons du chemin toutes les vraies solutions qui fonctionnent. En 2002-2004, il y avait déjà eu une épidémie de SARS-CoV. Et la DARPA, qui est une agence militaro-scientifique aux États-Unis, quelques années après a rendu un rapport, elle a dit s'il y a une nouvelle épidémie de SARS-CoV, le traitement de référence, c'est écrit, sera l'ivermectine. 2002-2004. Voilà, 2002-2004, épidémie de SARS-CoV. Quelques années après, la DARPA a dit en cas de nouvelle épidémie, le traitement de référence sera l'ivermectine. Eh bien, j'invite vos auditeurs à acheter le livre du docteur Corey, La guerre contre l'ivermectine, et ils verront l'énergie et les fonds qui ont été dépensés par l'industrie pharmaceutique pour détruire l'ivermectine. Je vais vous donner un exemple, et je pourrais vous en parler pendant des heures. Prenons l'Uttar Pradesh, en Inde, 240 millions d'habitants quand même. Les États indiens ont très vite, pendant la crise du Covid, fait ce qu'ils font, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Ils ont utilisé un produit qui ne coûte rien et dont la sécurité sanitaire est indiscutable. Ils ont utilisé l'ivermectine, taux de contamination et de mortalité au plancher. Et puis, vous avez l'OMS, qui a à sa tête un gars qui est un ancien salarié de Bill Gates, qui a dit non, vous n'avez pas le droit. Et il y a des États indiens qui ont obtempéré, qui ont vu la mortalité et la contamination et la mortalité repartir en flèche. Et vous avez un État comme l'Uttar Pradesh, permettez-moi l'expression, qui a dit à l'OMS, allez vous faire voir, nous on fait ce qui fonctionne. Et qui ont continué à avoir un taux de contamination et de mortalité au plancher. Imaginez ce qu'aurait été cette crise sanitaire si on avait utilisé les études de Raoult qui montraient l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Vous parliez du Lancet tout à l'heure, il faut quand même rappeler que le ministre de la Santé s'est jeté sur une étude qui détruisait l'ivermectine, qui était pilotée par une ancienne star du X et deux médecins corrompus, et elle a été rétractée par l'hydroxychloroquine, oui, l'hydroxychloroquine, et qui a été retirée par le Lancet quelques temps après. Est-ce que vous avez vu M. Véran venir sur les plateaux et dire aux Français, désolé, j'ai dit quelque chose qui était une stupidité absolue. D'ailleurs, on avait quand même l'un des plus grands infectiologues de la planète qui nous disait que ça fonctionnait, on aurait pu l'écouter d'une oreille attentive, pas du tout. Il est venu dénigrer l'hydroxychloroquine, l'étude est rétractée, mais on est resté sur la conclusion à laquelle avait conduit cette étude fallacieuse, etc. Et on a continué à interdire les traitements qui fonctionnaient. Pourquoi ? Parce que s'il y avait des traitements qui fonctionnaient, comme disait le docteur Reliquet tout à l'heure, les industriels n'auraient pas eu le droit de commercialiser à la va-vite un produit expérimental dangereux, et ce sont leurs propres études qui le démontraient, parce qu'il fallait qu'il n'y ait pas de traitement. Donc tout ça a été vraiment une politique coordonnée, mais ce qui est très grave, et si je veux croire que beaucoup des gens qui ont pris ces décisions, les parlementaires français, etc., l'ont fait à leur insu, mais dans ce cas-là, je les appelle, je les interpelle et je leur dis, s'il vous plaît, comprenez la gravité de ce qui s'est passé et la gravité de ce à quoi vous avez contribué. Et si, quand je le pensais, vous êtes des gens de bonne foi qui avaient été manipulés, tapez, mais très fort du poing sur la table en disant, mais bon Dieu, à quoi on a participé ? Comprenez les causes de ces dysfonctionnements et réglez-les, parce que sinon ça va reproduire. Santayana disait, si on ne comprend pas le sens de ce à quoi on était confronté, ça se reproduit inévitablement, invariablement. Merci pour cet appel, parce que là, la liste des charges et des accusations est lourde quand même. Elles sont nombreuses depuis le début de l'émission, c'est toutes celles que vous nous partagez. Et c'est des enjeux, c'est des charges criminelles aujourd'hui auxquelles sont accusés tous les gens qui ont participé à ces événements. Vous voulez réagir, docteur Germain Robin, sur la belle vidéo de communication de l'ordre ? Pas forcément. Non, pas forcément. Là, je voulais réagir sur le Conseil d'État, moi, sur ce qui avait été évoqué sur le Conseil d'État, parce que je pense que oui, c'est important de montrer que on n'a rien à attendre de ces institutions, ni du Conseil constitutionnel, ni du Conseil d'État, parce que il y a une loi qui a été prise pendant la crise sanitaire en Polynésie française, parce qu'il y a une indépendance. Ils ont une indépendance dans certains domaines, dont celui de la santé. Et cette loi disait que les gens qui sont à risque de Covid grave, parce qu'ils ont des comorbidités comme le diabète, l'obésité, l'hypertension, les cardiopathies, etc., s'ils ne se font pas vacciner, eh ben, ils seront moins remboursés pour leur pathologie chronique, voire plus remboursés du tout. Et ça, c'est un pas très grave qui a été franchi dans une discrimination dans l'accès aux soins. C'est totalement impossible de fonctionner comme ça, normalement, dans notre Constitution. Et
bien que ce soit une loi de Polynésie française, ça a été approuvé par le Conseil d'État qui n'a pas considéré qu'il y avait de la discrimination ni une atteinte au droit à la santé qui est quand même dans notre Constitution, etc. Donc voilà, je pense qu'il n'y a plus rien à attendre de ces institutions qui montrent qu'elles ne font plus du tout ce pourquoi elles sont faites. Le temps passe trop vite, parce que j'aimerais qu'on réfléchisse aussi à que faire face à cette situation, mais j'aimerais faire un tour de table rapidement par rapport à un sujet qui est inconnu, enfin que moi j'ai découvert grâce à cette émission que j'ai préparée il y a quelques semaines. C'est des condamnations ou le silence de l'ordre des médecins par rapport à des violences sexuelles. À la fois des dénonciations de médecins faites pour alerter sur des potentielles violences que subissent des enfants qui ont subi des sanctions de leurs ordres, ou à l'inverse des médecins qui pratiquaient des violences sexuelles qui ont été protégés par l'ordre. Donc je ne sais pas si vous avez quelques éléments rapidement, parce que c'est quand même un sujet très grave, mais le temps passe, donc je vais quand même rapidement l'aborder. Je sais pas, moi, il y a un sujet qui a fait l'objet de l'actualité il y a peu, le docteur Le Sguarnec, c'est quand même un confrère qui a violé, je crois, 350 patients, jeunes patients, bien parce qu'on est dans le domaine de la pédocriminalité. Je crois qu'il avait déjà fait l'objet d'une sanction, d'une condamnation pour détention d'images pédopornographiques. Je ne sais pas, moi, si une instance qui est là pour garantir l'éthique et surtout protéger les patients, et qu'on sait qu'un praticien fait ça, je pense mais il ne s'est rien passé, en fait. Il ne s'est rien passé, il a pu continuer à sévir, il a détruit des enfants, il a détruit des familles, parce que je voudrais pas être à la place d'un père ou d'une mère qui a laissé abuser son enfant et qui s'est dit « Oh mon Dieu, mais comment j'ai rien vu ou pourquoi j'ai laissé faire ça ?» Donc des enfants et des adultes qui sont détruits. Et par contre, à contrario, une consoeur, alors je suis désolé, elle me pardonnera, mais j'ai plus son en tête au moment où je parle, mais qui a été sanctionnée par l'ordre des médecins pour avoir dénoncé ce type de violence. Donc vous voyez, on laisse agir des praticiens qui sont des criminels, des pédocriminels, mais par contre, on met en cause et on condamne une consoeur qui, elle, a dénoncé, qui a agi, qui a fait ce qu'elle devait faire, déontologiquement, éthiquement, humainement, elle a fait ce qu'elle devait faire, mais elle est sanctionnée par cette instance. Moi, je dis, dans ce cas-là, que cette instance passe totalement à côté de la plaque, et voilà, peut-être qu'il faudrait même remonter, essayer de mieux comprendre encore les intentions, peut-être, derrière, mais en tout cas, c'est un dysfonctionnement manifeste, et il y a là quelque chose qui ne va pas du tout. Et à contrario, on sanctionne des docteurs reliqués. Je trouve ça tellement choquant, tellement choquant. Mais chacun des faits que vous nous partagez, là, depuis 1h30, ça dépasse l'imagination. Hein. Je crois que les problèmes de pédocriminalité sont d'autant plus gravissimes que dès lors que l'un s'est livré à des pratiques absolument abominables, il a évidemment les autres ont barre sur lui pour le faire chanter et lui faire faire n'importe quoi à partir du moment où il est pris et que des malveillants ont des preuves de ces turpitudes, il est capable de voter ou d'accepter absolument n'importe quoi. Donc c'est gravissime à deux étages, c'est-à-dire que on ne protège pas nos enfants et ça c'est absolument mais inimaginable, absolument intolérable. Et s'il y a une chose pour laquelle un médecin doit se mobiliser, c'est protéger les plus fragiles de nos patients. Alors les bébés et les vieux ou les gens très malades ou les gens qui ont perdu la raison, qui sont déficients psychologiquement et qui sont influençables, on est vraiment dans le cœur de notre métier. Donc laisser perdurer des situations abominables, c'est inqualifiable. Alors on sait depuis enfin moi je sais depuis 60 ans que le Conseil de l'ordre est incapable de gérer les problèmes sexuels. C'est une honte absolue pour la profession. On ne veut pas voir les déviances sexuelles dans le milieu médical. Évidemment, tout le monde sait pertinemment que ça existe. Est-ce que ça pourrait changer? Il faudrait, mais encore une fois, je pense que là, c'est la société civile qui a bougé, c'est pas les médecins. C'est surtout la société civile avec des gens comme Per Barnerias, comme Karl Zero, qui ont fait un travail absolument remarquable, répété, diffusé, sourcé. Ça a de la valeur. Et à mon avis, et quand on demande justement à des politiciens de se positionner pour les prochaines élections sur la protection qu'on doit légitimement aux enfants,
eh bien ça a une valeur énorme. Et je pense que les instances ordinales finiront par comprendre qu'elles n'ont plus le droit de faire comme si la perversité sexuelle n'existait pas en médecine. On l'a vu, l'Église timidement, mais lève le voile sur certains de ses membres. Voilà, et je crois qu'il faut nettoyer l'écurie, c'est tout. Voilà. Malheureusement, on ne peut pas approfondir énormément ce point-là, mais en préparant l'émission, j'ai vu que c'est vraiment de très nombreux cas. Juste entre 2014 et 2017, des chiffres officiels, c'est 150 plaintes pour faits à caractère sexuel qui ont été enregistrées par les chambres disciplinaires de première instance. Et il y a eu des chronologies qui ont été étudiées par des enquêteurs et des journalistes indépendants sur Internet, où on voit que des fois la justice condamnait le docteur et que l'ordre des médecins mettait encore 2 ou 3 ans pour interdire la possibilité d'exercer à ce docteur-là. Il y a vraiment un silence, une omerta qui est... Alors, je peux vous dire que moi, mon épouse est présidente de cour d'assises, elle est magistrate, et quand elle a regardé le quantum de ma peine, 3 ans d'interdiction d'exercice dont 1 ferme, ces peines-là sont pas souvent appliquées aux pervers sexuels. C'est-à-dire qu'ils prennent moins cher que moi, qui fait de l'eau de mer dans mon cabinet avec aucune plainte. Donc il y a quand même un vrai problème de définition de ce que c'est que les turpitudes en médecine. Vraiment, j'aurais aimé prolonger avec vous, c'est passionnant. Le temps passe vraiment trop vite. Il faut qu'on finisse un peu sur une dimension plus d'ouverture, d'action, d'espoir, sur peut-être un appel à la dissolution de l'ordre des médecins ou pas. Vraiment, j'avais encore plein d'autres questions, mais on fera peut-être d'autres émissions. Mais voilà, pour finir un peu un tour de table sur une ouverture qui nous emmène vers aussi un peu de l'espoir ou des actions. Docteur Germain Robin. Alors, ouverture... dissoudre l'ordre des médecins, ou en tout cas, oui, le refonder fortement, ça, je pense que oui, c'est important, parce que pour l'instant, je pense que l'ordre des médecins, de ce que je vois, ça défend surtout les intérêts de certains médecins, et même contre les patients, ça défend pas vraiment les patients. Voilà. Donc, oui, je pense que ce serait vraiment d'utilité, de salubrité publique de faire ça. Et puis, une action à faire, déjà, moi, je trouve que ce serait de faire connaître ce qui se passe, parce que c'est l'omerta absolue. Personne ne sait que les médecins sont poursuivis, que ça continue encore, que les sanctions continuent à tomber. Et d'ailleurs, l'ordre refuse de communiquer les chiffres, le nombre de personnes qui sont traduites en justice ordinale pour non-respect de la politique sanitaire du gouvernement. Il refuse de communiquer les chiffres, alors que c'est une obligation. C'est une obligation de publicité des décisions de justice. Mais ils ne respectent pas cette obligation en disant qu'ils n'ont pas les informations, ce qui est quand même absolument incroyable, puisque toutes les chambres régionales sont obligées de transmettre leurs décisions à la Chambre nationale. Et la Chambre nationale a le culot de dire qu'elle n'est pas au courant des décisions de justice des chambres régionales, ce qui est quand même incroyable. Et voilà. Donc moi, je fais appel à tous les médecins, qu'ils soient poursuivis ou pas poursuivis, à se manifester auprès de leur ordre départemental pour connaître la vérité sur ce qui se passe exactement. Voilà. Je voulais rappeler aussi, à titre personnel, en préparant l'émission, j'ai appris que votre maison dans votre département avait brûlé pour des raisons inconnues. On spéculera sur rien, mais je sais que vos enfants ont lancé une cagnotte pour vous soutenir aussi, puisque vous avez perdu tout un projet d'aménagement proche de la nature, en autonomie, avec un grand jardin. Et c'est quelque chose de dramatique que vous avez vécu. Donc ces émissions, elles sont là à la fois pour alerter, à la fois pour soutenir les docteurs sincères qui font leur métier, qui ont le courage de prendre des risques et d'avoir des conséquences par rapport à leur liberté de parole et aux valeurs qu'ils essaient d'incarner en tant que médecin. Donc voilà, je mettrai un lien sous la vidéo pour vous soutenir aussi, et on va rappeler aussi les différents collectifs de soutien qui sont autour de vous. Docteur Labrèze. Moi, même chose. Je voudrais rappeler à vos auditeurs un fait. 1, 2, 3. 3 injustices. Et je voudrais rappeler encore une fois au Conseil d'État que s'il laisse écrire ces injustices-là les unes après les autres, il faillit à sa mission. Et s'il n'est plus là comme garant suprême du fait que la justice soit rendue, alors encore une fois, c'est un rempart majeur qui tombe contre toutes les formes de dérive et de totalitarisme, en fait. Il faut appeler les choses par leur nom. Voilà, donc ça doit changer. Mais ça changera aussi parce que si les citoyens regardent les médecins qui sont encore capables de penser librement, qui sont encore capables de sortir de la doxa et de s'appuyer sur la vraie science, par les discours marketing des lobbies pharmaceutiques, repris en masse par des agences, voire des politiques,
mais les médecins qui sont capables de s'appuyer sur la vraie science pour essayer de continuer d'aider leurs patients. Si les citoyens acceptent de voir ces têtes coupées les unes après les autres, demain, il n'y en aura plus. On est des gens très résistants, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Donc on peut continuer à s'ancrer très haut et à se projeter dans le futur. Si les citoyens n'aident pas les médecins qui, encore une fois, agissent pour eux, pour que demain ils aient la liberté de choix thérapeutique et la possibilité de formuler encore un consentement ou un refus libre et éclairé, on va pas revenir sur la crise sanitaire, alors demain il n'y aura plus ce type de médecin. Et demain il y aura la médecine d'État, pour tout le monde, pas de choix. Et si vous refusez le vaccin tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, vous perdrez vos points de citoyen parce que c'est ce qui est dans les tuyaux. C'est ce qui est en train de se mettre en place. Tout à l'heure, tu mentionnais très logiquement, si on n'accepte pas les vaccins, dans ce cas-là, vous serez plus pris en charge dans le cas de vos affections longue durée, etc. Cette pression intolérable qui viole ce droit fondamental de consentement ou de refus. Si les citoyens, encore une fois, doivent se mobiliser, il y a l'association LMCIB, je réfléchis avec d'autres confrères au fait de créer une association aussi qui défendre, alors on verra avec l'MCIB si ça se fait comme ça, ce droit-là, cette liberté thérapeutique et ce droit au consentement libre et éclairé. Mais l'MCIB fait déjà un remarquable travail et ça c'est vraiment, on peut déjà adhérer à l'MCIB et ça ce sera donner un coup de main efficace à une association qui se bat pour toutes ces valeurs-là. Et d'ailleurs, votre intervention me fait penser à l'idée de faire une émission sur la destruction de la sécurité sociale aussi depuis 70 ans, qu'on attaque et qui malheureusement finance aussi tous ces médicaments inutiles et ne finance pas tous ces remèdes de soi-disant charlatans. Je rappellerai aussi le site d'un collectif qui a émergé autour de vous, Dr Labresse, c'est justice pour le drlabresse.info. On vous mettra aussi le lien sous la vidéo. C'est important, c'est grâce à des collectifs comme ça qui vont, j'espère, naître autour de chacun d'entre vous que le citoyen peut prendre la place que vous appeliez à l'instant. Et vous, docteur Reliquet ? Écoutez, je pense qu'on a la démocratie qu'on mérite, on a la liberté qu'on mérite, on a les résultats souvent de ce qu'on fait. À partir du moment où la population se contrefiche de la façon dont on vit sur le plan sanitaire, c'est qu'ils vont probablement revivre l'épisode Covid rapidement, puisque c'est dans les tuyaux de certains grands malades mondiaux, de nous remettre une épidémie, une pandémie, une fausse pandémie, un virus, je sais pas quoi. Vous avez vu monkeypox, vous avez vu la variole du singe. Je vous rappelle qu'on a en France 250 centres vaccinaux prêts à injecter du vaccin anti-monkeypox, alors qu'il y a eu jusqu'ici en Europe 2 cas. 2 cas, un en Suède, le gars il s'est gratté 3 jours, il est sorti, il était guéri, et le deuxième, je crois qu'il est en Angleterre, 4 croûtes dehors, voilà. Et on a acheté des centaines de milliers de doses de vaccins MPX, évidemment qui sont dérivés des vaccins varioles, qui sont ultra toxiques, et on va nous dire, ah mais oui, mais c'est pour protéger la population, alors tant pis s'il y a du dégât. Écoutez, c'est parfait, c'est exactement l'histoire Covid. On va protéger les gens contre la gratouille du singe, parce que faut pas exagérer, il y a absolument aucun danger pour les Européens, certainement pas pour les enfants européens, ça faut être très clair, et voilà, donc soit on ferme les yeux et on dit oui, on est passé à autre chose, le Covid ça nous a bien gêné, et puis on oublie, vous oublierez pas longtemps parce que ça va vous revenir dans le nez. Mais il y aura moins de médecins. Il y aura moins de médecins agressifs, énervés, volontaires pour vous aider, parce qu'on aura tous disparu. On aura quitté la profession, on sera parti dans d'autres pays, je sais pas. Mais donc attention, parce que si on ne nous aide pas, alors on ne sera plus là pour rien. Et puis tant pis. Wow, ça fait chaud au cœur vraiment d'entendre vos témoignages. C'est à la fois touchant et à la fois on a envie de participer avec vous à ce côté combatif que vous menez. Je rappellerai aussi 2 ouvrages de Dr Vincent Reliquet, Les pouvoirs de l'iode, prévention des cancers, lutte contre l'hypothyroïdie, la dépression, que vous avez sorti en avril 2024, et Chronique de médecins contestataires qu'on a affiché à l'écran. Je pense librement, donc je soigne mieux, le tome 1. Il y a un prochain tome en 2025 qui est prévu. Votre site internet aussi, drreliquet.fr. En tout cas, vraiment, merci du fond du cœur
pour ce que vous portez, pour ce que vous êtes. Ça fait vraiment du bien de vous entendre malgré la gravité des informations qu'on a entendues. Hein. Vraiment, on a eu une somme de faits partagés aujourd'hui incroyable. Et je remercie aussi tous nos abonnés parce que c'est grâce à nos près de 2000 abonnés qu'on existe. Et encore 2000 abonnés, c'est difficile d'exister. Donc, pensez à demander à vos amis, à votre famille, leur offrir des abonnements peut-être pour Noël. Parce que si vous voulez des médias indépendants, comme si vous voulez une médecine indépendante, eh ben en fait, il faut soutenir ce qui est indépendant aujourd'hui. C'est le pouvoir économique qui veut prendre la place et le pouvoir sur le monde qui nous entoure. Nous voulons garder notre souveraineté. Le monde est à notre image, alors construisons le monde que nous voulons. Peut-être dernière chose, et je vous invite vraiment, j'invite vraiment les gens qui nous écoutent, s'ils sont conscients de la gravité de ce qui est en train de se jouer et du fait que le futur est en train de s'écrire, de vous soutenir. Donc personnellement, je vous connaissais un peu, là je vous connais davantage, je vais moi adhérer à votre association et c'est un geste très concret à faire. Pour que des émissions comme celle-ci soient encore possibles demain, après-demain, j'invite tous les gens qui nous écoutent, et je vais la diffuser, à adhérer, comme je l'ai fait de nombreuses fois pour l'EMCIB, à adhérer à votre association, et merci d'être là. Et j'en ferai autant. Merci du fond du cœur, parce qu'on verra jamais le docteur Reliquet sur France Inter, on verra jamais le docteur Labraise sur M6, ni jamais le docteur Germain Robin dans le monde. Donc merci à vous, merci de nous soutenir. On est ensemble, belle soirée. Au revoir.